Chers compatriotes, aujourd'hui la France... L'association Solidarité. Les crimes organisés. Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à UHT. Les RCFM poursuivent en notre compagnie ce contraste réalisé en partenariat avec Corse Matin. On reproche souvent à la majorité territoriale de communiquer beaucoup et sur tous les sujets. Cette critique ne peut pas s'appliquer à notre invitée du jour, tant elle prend un malin plaisir à cultiver une discrétion qui, on ne sait si elle est un trait de son caractère ou une façon de se préserver de la dureté du combat politique. Il est vrai que son domaine de compétence, l'environnement, est particulièrement sensible et suscite des débats souvent polémiques où les intérêts particuliers prennent le pas sur l'intérêt général. Agnès Simon-Piètre est aujourd'hui l'invitée de Contraste. Agnès Simon-Piètre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseillère exécutive, présidente de l'Office de l'environnement de la Corse. Nous avons donc beaucoup de domaines à aborder avec vous. La situation de l'Office, bien sûr, qui n'est pas simple, celle du parc régional qui l'est encore moins, et bien sûr le problème des déchets qui relève, lui, de la quadrature du cercle. Alors, nous aborderons également la situation politique qui doit finalement vous paraître beaucoup plus calme face à ces différents dossiers. Alors nous le ferons avec mes deux confrères, Roger Antèche de Corse Matin. Bonsoir Roger. Bonsoir. Et Patrick Winchiguer de RCFM. Bonsoir Patrick. Alors l'actualité cette semaine, ce devait être la visite vendredi et samedi de la ministre de l'Environnement Ségolène Royal. Elle a été annulée à cause de la tension due aux arrestations de jeunes nationalistes abassés. Alors nous comptions vous interroger sur les éventuelles propositions de la ministre. Mais ce sera sur le contexte politique en relation avec ces événements. L'exécutif n'a pas fait de déclaration à propos de ces 10 personnes qui ont été mises en prison puis libérées le lendemain. Quelle est sa position sur ces arrestations et plus généralement sur la situation quand même qui perdure depuis l'affaire de Reims? Ça fait plus d'1 an. Écoutez, très clairement, il faut aller vers un apaisement. Bon, on constate qu'hier soir, on a fait un pas dans ce sens-là, mais on a vraiment l'impression souvent qu'on veut punir avant de juger. Et ça, c'est une situation qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on aille maintenant dans la situation que nous avons créée d'apaisement général et qui est reconnue, je crois, par tous. On ne peut plus tolérer Mais à qui il revient de mettre un terme à cette spirale qui pourrait être dangereuse, cette spirale manifestation, débordement, incident, interpellation, procès, c'est une histoire sans fin. À qui ça incombe? Ça incombe à tout le monde. Je veux dire, c'est pas un côté ou l'autre. Il faut absolument que l'apaisement il soit partagé. C'est-à-dire que là, on ne peut pas continuer dans cette situation-là indéfiniment. Alors, justement, le président de l'Assemblée de Corse a quand même fait un communiqué où il met très directement en cause les autorités policières et judiciaires qui, je cite, entretiennent un climat de tension. Est-ce que vous partagez ces propos ? Oui, très clairement, il y a une espèce de stratégie de tension, comme si on voulait faire échouer à un moment ou à un autre l'apaisement qu'on essaye de mettre en place progressivement en essayant de reprendre en main la situation. Bon, maintenant, on ne peut pas non plus exonérer tout le monde de toutes les responsabilités. Vous dites donc symétriquement, il y a aussi sur le terrain des messages à faire passer auprès des jeunes. C'est ce qu'ont essayé de faire passer conjointement le président du Conseil exécutif et le président de l'Assemblée depuis le début de la mandature, dans tous les cas très délicats et très douloureux qui se sont présentés, que ce soit depuis les jardins de l'Empereur, que ce soit sur le plan de tous les incidents. Il y a toujours eu une volonté d'apaiser les choses et de discuter. Et donc, il faut continuer dans cette voie, même si c'est difficile. Et on voit bien que c'est très difficile. Mais quand je disais que souvent on a l'impression qu'il y a la volonté de punir avant de juger, c'est que là, il y a vraiment un effort à faire de tous les côtés. Justement, la Juventud Indipendentista, le syndicat étudiant, parle de répression coloniale, d'acharnement judiciaire et demande le départ de Nicolas Besson, le procureur de la République de Bastia. Vous partagez ces propos? Je crois qu'il faut être prudent dans ces domaines-là. La justice doit rester indépendante. Nous l'avons toujours affirmé, même si dans la réalité, ça n'est pas toujours le cas. Et donc on l'a constaté souvent avec des justices d'exception, donc contre lesquelles nous nous sommes élevés plusieurs fois. Donc il faut être très prudent dans ce domaine-là, mais il faudrait vraiment que la stratégie de tension diminue, et on a quand même l'impression qu'elle existe. Et ça, c'est un principe. Sur la question de Nicolas Besson, le procureur de la République, que certains ont félicité il y a quelques semaines pour s'être attaqué au système, son départ, selon vous, est nécessaire ? Aujourd'hui, est-ce qu'il ne... Certains disent qu'il ne joue pas... Je laisserai le président du Conseil exécutif répondre à cette question. Certains disent qu'il ne joue pas la carte de l'apaisement.
On peut pas. C'est une situation qui est suffisamment compliquée. Là, très franchement, je pense que ça demande une réflexion collective du Conseil exécutif et que le président du Conseil exécutif répondra lui-même à cette question. Alors, on poursuit sur les sujets politiques avec les déclarations de Corsica Libre sur le statut de résident, déclaration très claire sur les expropriations des spéculateurs. Est-ce que vous partagez la position du mouvement indépendantiste avec qui vous dirigez la collectivité territoriale? Ça engendrait un début de polémique. Alors écoutez, le statut de résident, il a été voté par... le principe a été voté par l'Assemblée de Corse en avril 2014. Depuis, nous travaillons tous activement, et bien au-delà de la majorité actuelle d'ailleurs, nous travaillons tous activement et notamment récemment, le président du Conseil exécutif a rencontré le responsable de la région des Flandres, de Flandre, qui a une politique contre la spéculation immobilière qui est assez avancée. Donc on travaille avec les régions qui ont les problèmes similaires et des propositions seront faites rapidement. Donc ce travail-là, il est engagé, il est bien engagé. On est tous conscients aussi qu'il faudra une évolution institutionnelle pour faire passer ce statut. Mais là, nous sommes dans un contrat de mandature. Nous partageons complètement avec Corsica Libera et pour cause la volonté d'aller vers une limitation de la spéculation immobilière et notamment de l'effet d'aubaine qui fait que maintenant beaucoup de gens achètent en se disant il y aura un statut de résident, donc profitons-en maintenant pour acheter. Donc il faut vraiment aller très vite. Mais après, à l'intérieur de ce contrat de mandature, chacun a des positions qui peuvent être... tout dépend. Liberté de parole, et vous ne penserez pas sur l'utilité de remettre le fer au feu sur ce sujet-là aujourd'hui? Absolument pas. Nous sommes dans un contrat. Nous sommes d'accord sur les fondamentaux de ce contrat, qui sont il faut lutter contre la spéculation immobilière. Au-delà, chacun peut avoir ses positions et tout dépend où on place le curseur. Nous, on ne le place pas tout à fait au même niveau que Corsica Libera. Après, ça ne nous empêche pas de gouverner, entre guillemets, ensemble. Alors, tout est parti de l'annulation par le tribunal administratif de Bastia du projet d'association foncière pastorale à Sisque. Alors, justement, sur ces associations foncières, est-ce que vous estimez que c'est le bon moyen pour préserver les terres de cette frénésie immobilière? Parce que ça pose quand même des problèmes dans d'autres communes. Certains propriétaires, qui ne sont pas forcément d'affreux spéculateurs, ne sont pas d'accord avec ce type d'association parce que leurs terres pourraient être gelées. C'est un des moyens. Il y a plusieurs moyens pour régler. On aura du mal à régler, mais pour avancer sur la question du foncier. Et effectivement, on ne peut pas imaginer qu'on va avoir une agriculture vivante, un élevage vivant, si on ne résout pas le problème du foncier, ou du moins si on ne le fait pas avancer. Donc les associations foncières pastorales sont un des moyens. Il faut que les choses soient faites dans la plus grande clarté. C'est un bon outil selon vous qu'il faut oui, développer. Sûr, il y en a une trentaine en Corse. Oui, bien sûr, c'est un outil qu'il faut développer. Mais il faut le développer avec toutes les précautions, avec tout le respect des règles qui est le minimum dû aux propriétaires, c'est clair. Donc le respect de la propriété, ça reste quelque chose de fondamental pour vous? Je ne vois pas sauf qu'il y a une régulation de la politique foncière et que c'est une régulation qui existe dans tous les pays, y compris en France. C'est un sujet sensible en Corse, mais c'est un sujet sensible partout. Et on peut citer la loi de 48, c'était de 1948, ce ne sont pas les nationalistes corses qui l'ont faite, et c'était aussi un outil de régulation foncière, de politique foncière au sens large. Donc il y a beaucoup d'outils à notre disposition, il faut les mobiliser tous, mais le faire dans la plus grande transparence. Et plus que la spéculation foncière, ce qui est visé à travers les associations, c'est aussi de pouvoir installer de jeunes agriculteurs. Ça, c'est un sujet important pour le rural. C'est fondamental. Et puis, il y a quelquefois des situations totalement absurdes. Nous avons le cas au village d'un éleveur qui a, dans les terrains qu'il a en propriété, donc qui lui appartiennent en propre, il a une enclave d'à peu près 200 mètres carrés. Et cette enclave, les propriétaires ne veulent pas la vendre. Comment fait-il? Ça l'empêche de faire une piste, ça l'empêche... Il y a un moment où il faut réfléchir à des outils et à des moyens qui vont permettre de lever des blocages de cette nature-là. Alors, on en vient à votre domaine de compétences, en commençant par l'Office de l'environnement de la Corse que vous dirigez depuis décembre 2015. Alors, lorsque vous avez été intronisé, exécutif, vous avez parlé de maison de cristal. Oui. Pour ce qui est de l'Office de l'environnement, le verre, il est quand même un peu opaque. Quelle est la situation réelle de cet office aujourd'hui?
La situation que nous avons trouvée en arrivant était absolument catastrophique. C'est-à-dire que c'est un office qui n'a pas été géré. C'est un office où la situation au niveau humain était absolument désastreuse, avec un conflit que vous n'ignorez pas en fin 2013, avec des séquelles de ce conflit partout, avec des mises au placard, avec des situations humaines absolument désastreuses. Donc ce que nous avons fait, c'est que le président du Conseil exécutif nous a demandé d'essayer au maximum d'éviter tout contentieux, étant donné les difficultés récurrentes dont nous héritons aussi sur le problème des directeurs des offices et agences. Donc nous avons essayé de résoudre la situation rapidement, mais ça a été un peu plus long que prévu. Donc maintenant, nous en sommes où aujourd'hui ? Nous avons changé de directeur. Nous avons un nouveau directeur, M. Palazzi. Nous avons écouté tout le monde. Nous avons rétabli le dialogue social qui était complètement bloqué. Excusez-moi, juste une précision. Est-ce que lorsque vous avez pris en charge l'office, que vous avez fait cet audit, vous avez des éléments, est-ce qu'il y a eu dans cet office de l'environnement des choses illégales qui ont été faites? Des emplois fictifs, par exemple. Alors, très clairement, il y a eu 51 embauches entre 2010 et 2015. Donc, sur ces embauches, il y a un certain nombre d'embauches qui n'étaient pas justifiées d'un point de vue technique. C'est-à-dire que sur des missions qui ne correspondaient pas aux vrais besoins de l'office. Et des emplois réels ou fictifs? Non, des emplois réels, des gens qui viennent travailler. Des gens qui pointent, des gens qui viennent travailler, mais dont la mission n'est pas clairement définie et dont la... Et 51 personnes nouvelles venaient travailler? Oui, à ma connaissance, oui. Mais pourquoi ils ont été perquisitionnés, ces locaux, le 7 juin dernier? Ils ont été perquisitionnés justement parce que certains... Oui, bien sûr. Parce que le nombre d'embauches correspondant à des besoins ne semblait pas tout à fait clair. Donc, et effectivement, il y a un problème à ce niveau-là. Alors, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est avec les agents qui sont là, d'essayer par la formation, par des valorisations des acquis, par la modification des missions, de réadapter et d'insérer pour faire vous avez conservé les 51 emplois? Il est hors de question de s'en Non, défaire, j'imagine. quelques-uns qui étaient en contrat à durée déterminée, on a mis fin au contrat à durée déterminée quand ils ne correspondaient pas à un besoin. Vous avez gardé les CDI, contrat à durée indéterminée? Ah, mais de toute façon, nous sommes obligés de garder les CDI. D'accord, vous sortez de cette situation-là sans contentieux. La règle, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on ne se défait pas des 51 parce que derrière, on peut y coller de nouvelles missions, on peut coller à leur emploi de nouvelles missions, et il est hors de question d'entrer dans un processus de contentieux comme on a pu en connaître. Ça veut dire qu'ils sont cristallisés, ces emplois-là. Désormais, ils vont peser sur le fonctionnement de l'Office de l'environnement. Oui, c'est sûr que budgétairement, il pèse sur la situation financière. Mais parmi ces emplois, il y a tout de même, heureusement, des emplois qui étaient tout à fait justifiés et de gens qui ont un haut niveau technique. On ne peut pas dire que les 51 embauches étaient des embauches inutiles. 180 personnes, c'est à peu près, je crois, les effectifs de l'Office environnement. Ça vous paraît pléthorique? Je pense que par rapport aux missions, ça ne me paraît pas du tout disproportionné. C'est la question de l'adéquation entre les personnes qui ont été embauchées ou qui sont là, même pour certaines depuis longtemps, et les missions réelles de l'Office, qui est quelquefois à préciser. Parce que justement, avec un organigramme qui était un organigramme extrêmement de style, beaucoup on dit de style armée mexicaine, il y a une réorganisation à faire et nous sommes en train de la faire. Vous avez parlé de contentieux tout à l'heure. Vous avez débarqué l'ancien directeur, Pierre Vellouti. Pour quelle raison? Et est-ce que vous ne risquez pas un nouveau contentieux dans le tribunal administratif, comme on l'a vu dans d'autres agences et offices, même précédemment? Oui, c'est-à-dire que quand vous essayez pendant des mois de travailler en confiance et que vous vous apercevez que vous ne pouvez pas travailler en confiance, à ce moment-là, vous actez cela. Et la responsabilité de l'ancien directeur dans la situation de confusion et dans la situation humaine était tout à fait avérée. Donc nous avons mis fin à sa collaboration. Si on veut faire un peu de politique sur ce sujet-là, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez trouvé un office qui n'était pas géré à votre arrivée. Donc c'est-à-dire qu'on peut juger à cette aune-là l'action de votre prédécesseur, Pierre Diong, qui par ailleurs, sur le sujet des emplois créés, assumait pleinement cette forme de clientélisme-là. Est-ce que vous pouvez mettre des critiques sur votre prédécesseur et sur ce sujet-là, ou est-ce que c'est définitivement pas dans votre mode de traitement de l'action politique? Ah non, je suis extrêmement critique par rapport à ce qui s'est passé. Mais discrète.
Oui, parce que maintenant, il faut tourner la page. La page, pour moi, elle est tournée. Nous l'avons tournée le 26 janvier quand le directeur est parti. Donc maintenant, nous sommes en pleine réorganisation. Nous allons simplifier le mode de fonctionnement de l'Office. Nous présentons aux instances du personnel une nouvelle proposition d'organisation. Il était prévu pour fin janvier, là nous sommes en février. Il est prêt, il va être publié? Oui, là on est en train d'y travailler aujourd'hui. On l'a déjà présenté aux représentants du personnel. Il sera présenté en comité d'entreprise le 28 et au conseil d'administration de l'Office le 1er mars. Donc on est maintenant dans une phase active pour remettre toutes les choses, tout l'Office en ordre de marche, parce que les missions que nous avons sont extrêmement larges, extrêmement importantes. Et dans cette réflexion générale, est-ce que vous êtes convaincu de la nécessité de l'existence d'un office dans le domaine de l'environnement? Ou est-ce que ce n'est pas une action qu'il faut rattacher directement au service de la collectivité? Il y a cette réflexion qui peut être en cours sur les offices et l'utilité des offices et des agences. Est-ce qu'en l'occurrence, vis-à-vis de l'Office de l'environnement, c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez? Non, pour moi, l'Office de l'environnement, il est pleinement justifié, parce que l'ampleur de ces missions sont extrêmement importantes, et en plus, il existe au sein de l'Office de l'environnement des gens extrêmement compétents, qui ont fait tourner la boutique, je dirais, contre vents et marées, et que toutes ces missions justifient pleinement qu'on ait un office de plein droit, je dirais. Alors, autre dossier délicat, à croire qu'on vous les a donnés tous, c'est celui du parc régional de la Corse. Il est dans une situation financière qui est absolument catastrophique. Il a perdu son label. Alors, la charte est en cours de réalisation. Il y a eu un vote la dernière fois de l'Assemblée de Corse, mais ça va prendre encore du temps. Qu'est-ce que vous allez faire de cette structure? Écoutez, cette structure, elle a sa vie propre. C'est un syndicat, mais elle mixte. dépend des financements de la collectivité territoriale. Absolument, puisque à hauteur de 4,5 millions d'euros, la collectivité participe à hauteur de 70% à peu près du budget du parc, sans compter bien sûr la partie investissement. Bon, le parc était dans une situation, c'est un peu comme l'Office de l'environnement, était dans une situation désastreuse. Je pense qu'avec une nouvelle direction qui a été mise en place et des efforts colossaux qui ont été faits cette année, notamment en matière budgétaire, en matière de rationalisation des locaux, rationalisation des systèmes téléphoniques, des voitures, des actions. Il y a eu un effort budgétaire. Mais le président, lui, n'a pas changé. Mais le président, il est élu par les membres du syndicat, donc ce sont les membres de ce syndicat. Et il n'est en rien responsable de cette nouvelle politique? Écoutez, je crois que tout le monde est responsable sauf nous peut-être qui avons tiré la sonnette d'alarme depuis 2010 sur les difficultés partout où nous les avons vues et où nous avons été alertés tant par les syndicats que par les agents. Je pense que nous pouvons nous exonérer de toute responsabilité parce que nous avons vraiment à chaque fois tiré la sonnette d'alarme, mais je pense que la responsabilité, elle est collective. Vous avez abondé son financement cette année? Parce qu'apparemment, Oui. il y a même des problèmes pour payer les salaires. Oui, il n'y a plus de problème pour payer les salaires. Il faut dire que les efforts qui ont été faits, si vous voulez, le fait que nous ayons abondé au budget était conditionné à hauteur de 500 000 euros, était conditionné par le fait qu'il y ait une vraie réorganisation, une vraie mutualisation des services, une vraie redéfinition des missions, et ceci est en train de se faire. Donc il est tout à fait normal que nous accompagnions ce mouvement, parce que le parc tient... Nous y tenons tous. Il a une vraie vocation à être un outil fondamental dans le schéma de développement de la montagne que nous sommes en train de mettre en place. Présenté cette semaine. Donc moi, j'ai tout à fait confiance parce que là aussi, comme à l'Office de l'environnement, il y a des agents qui sont vraiment déterminés, est-ce que vous qui font du travail. l'intégrer directement à l'Office? Parce que ce ne serait pas logique. Cette démarche autonome, c'est un peu curieux, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas mieux rassembler au sein de l'Office toutes ces structures? Écoutez, pour l'instant, on est dans des situations d'urgence. Donc on essaye de régler des situations d'urgence. La situation d'urgence du parc, c'est d'obtenir son label. Et là, un travail énorme aussi a été fait. Qui avait été perdu. Voilà, qui avait été perdu. Et nous avons bon espoir qu'avant la fin de l'année, il soit rétabli. Donc on fait par phase. Mais c'est votre vision sur le plus long terme. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit intégré? Écoutez, ça, c'est une réflexion que nous ne pouvons pas mener tout seuls. Il faut que tout le monde y soit associé. Et c'est la mission de la collectivité unique. Ça va être l'occasion aussi de réfléchir à toutes ces questions-là. Mais pour l'instant, je vous dis, on est aussi bien à l'Office de l'environnement qu'au parc, on est encore dans du rattrapage et dans des situations d'urgence. Donc il faut qu'on arrive à gérer ça. Du moment où vous financez...
C'est bien ce qu'on dit, les financeurs sont les décideurs Alors, aussi. normalement, ce qui est clair aussi, c'est que pour avoir le label parc, il faut être un syndicat mixte. Donc il y a une question aussi juridique qui fait que vous ne pouvez pas avoir le label du parc si vous n'êtes pas un syndicat mixte. Alors venons-en au dossier, un autre, ô combien sensible, c'est celui du traitement des déchets. Alors d'abord un petit rappel, la Corse produit 300 000 tonnes de déchets par an, 183 000 tonnes sont traitées par les différents centres, il y en a 22 entre les recycleries, les quais de transfert et les centres d'enfouissement. Il y a 4 centres d'enfouissement actuellement, Talone, Vidianello, Bigo et Prunelli, Viumoro. Alors Agnès Simon-Pied. Non, vous avez des données de base qui ne sont pas tout à fait exactes. De 2014. Ah d'accord, parce que la situation a changé. Mais vous rectifierez. Les crises ont succédé aux crises, se sont intensifiées dès votre arrivée aux affaires en décembre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les centres d'enfouissement sont-ils à proximité de saturation ou pas? Alors d'abord, je commencerai par la bonne nouvelle, qui est qu'au lieu d'enfouir 180 000 tonnes, on est descendu à 170. Ça, c'est le tri. Bon, ça veut dire donc que le tri est en bonne voie. Donc ça, c'est déjà très très important parce que c'est en un peu plus de 6 à 8 mois qu'on a déjà ce résultat-là, malgré les crises. Donc c'est un premier pas. C'est loin d'être suffisant, bien entendu, mais il faut qu'on accélère encore sur ce rythme-là. Bon, sur les centres d'enfouissement, il y a 2 centres d'enfouissement et un troisième, celui de Vico, qui va fermer à la fin du mois de mars. Et nous avons bon espoir d'ouvrir un centre d'enfouissement à Talone, que nous avons appelé Talone 3, parce qu'il ne sera en rien semblable à ceux qui ont été... qu'on a connu et qui était un véritable désastre, puisque nous, ce que nous voulons, c'est que dans les centres d'enfouissement, il n'arrive plus aucun déchet organique, de façon à ce qu'on enlève toutes les nuisances qu'on a connues. Vous êtes sûr de persuader la population de la nécessité de réouvrir Talone, alors que pendant longtemps, on a entretenu la culture du non? Alors, mais la culture du non, elle est pleinement justifiée quand les conditions d'exploitation sont comme celles qu'ont connues les riverains de Talone. C'était des conditions d'exploitation absolument inadmissibles. C'est-à-dire qu'une décharge, un centre d'enfouissement géré d'une manière et où on met tout et n'importe quoi, tout ce qui arrive. Donc ça n'est plus acceptable. Et plus personne ne l'acceptera, et surtout pas nous. Et c'est de ça que dépend la relation de confiance avec les populations? Absolument. Donc ce qu'il faut, c'est maintenant, cette année, ce qui est crucial, c'est de mettre en place le traitement des biodéchets. Alors il a commencé déjà l'année dernière, il a commencé en Balagne, avec une collecte sélective des biodéchets, au moins pour commencer celle des gros producteurs, c'est-à-dire les restaurants, les campings, tout ce qui est touristique, de façon à écarter ces tonnages qui sont très importants, puisque on estime la part des déchets fermentescibles dans les déchets à presque 25%. Donc un quart des déchets, on peut les écarter en amont. On n'ira peut-être pas jusqu'à un quart, mais disons que 20%, il faut qu'on arrive à les sortir en amont. Vous avez annoncé... C'est l'objectif cette année, c'est ça. C'est donc mettre en place les plateformes de compostage là où elles n'existent pas encore. Il y a beaucoup de projets qui sont en train d'émerger. Ça devait être fait début 2017. On a du retard sur le plan provisoire qui a été adopté par l'Assemblée de Corse en mai 2016. Ce qui nous a beaucoup pénalisé cette année, c'est la fusion des communautés de communes et des intercommunalités. On peut dire qu'on a perdu au moins pratiquement 6 mois, étant donné qu'on ne savait pas où on allait, que des systèmes de collecte sélective qui sont complètement différents cohabitent maintenant sur des territoires, des systèmes de perception des taxes. Certains sont à la redevance incitative, d'autres sont à la taxe sur les ordures ménagères. Donc des systèmes, maintenant il va falloir faire cohabiter tout ça, et c'est extrêmement compliqué. Donc là on a perdu un peu de temps, on va le rattraper, on va essayer de le rattraper très rapidement. Juste une précision, vous avez annoncé la possibilité d'une réouverture d'une Talone 3, d'une décharge Talone 3. Quelle quantité et à quelle échéance? Alors, je précise pour 3 ans maximum. C'est-à-dire que nous avons aussi, puisque l'enfouissement, il faut quand même malheureusement enfouir ce qui va rester, même si c'est inerte, ce qui va rester après traitement, après pré-tri sur les ordures ménagères résiduelles, après le tri sélectif qui est la part fondamentale des choses. Mais quand la date d'ouverture de ce Talone 3? Alors écoutez, si le dossier passe à la fin du mois de mars au comité
qui doit donner son aval, le comité paritaire État, où siègent aussi des associations, etc., le CODERST. Il va passer incessamment et après, il y a... Et du côté de la municipalité de Talonne, on est d'accord sur ce projet-là. Écoutez, on est encore en finalisation du contrat de ruralité, mais on comprend très bien que la population soit tout à fait réticente. Elle est réticente quasiment sur tous les projets. C'est tout à fait normal parce que les situations qu'on a connues sont tellement mauvaises en matière de déchets que la population a du mal à nous faire confiance quand on dit que ça ne va pas être polluant dans les proportions qu'on a connues jusqu'à présent. Quelle sera la quantité, la contenance de ce Talonne? Alors ce serait sur 3 ans, 50 000 tonnes par an. Et vous aviez annoncé aussi l'implantation d'unités de surtri, je crois, 4. Oui. Alors, on en est, ça devait être fait fin 2016. On n'a rien vu. Écoutez, alors on est en train de finaliser un projet avec la CAPA. Qui sera un projet à la fois de centre de tri et de surtri. C'est-à-dire il n'y a pas de centre de tri sur les recyclés, disons, les recyclables. Il n'y a pas de centre de tri, il y en a un en Haute-Corse, mais pas en Corse du Sud. Donc c'est un projet qui sera mixte, qui fera à la fois un centre de tri sur propre et sec, sur les recyclables, et un centre de surtri. Et ça sera accompagné d'une plateforme de compostage pour les biodéchets. Et pas d'autres sites en vue pour l'enfouissement? Bien sûr, il y a... Alors attendez, je vais finir sur les projets qui vont sortir, parce que c'est très important justement sur le surtri et les plateformes de compostage. Il y a un projet qui est en train d'émerger en Balagne, qui est très avancé, sauf qu'on attendait la fusion des intercommunalités. Il y a un projet, le foncier a été trouvé, semble-t-il, dans l'extrême sud, aussi pour à la fois quai de transfert, surtri et plateforme de compostage. Et il y a bien sûr un projet à la CAB, à la communauté d'agglomération bastiaise, qui est en train d'émerger aussi, puisque le foncier a été trouvé. Donc tout ça, si vous voulez, on va franchir cette année un palier très important. 2017, ça va être d'un coup la mise en route de ces projets-là. Mais pas de nouveaux centres d'enfouissement? Alors sur les centres d'enfouissement, nous avons 2 sites en vue, mais qui seront des sites sur lesquels il faut faire des études approfondies. Nous avons commencé déjà, mais qui sont à échéance de 2 ans à peu près. Dans quelle région? Comme ça, les populations, non, ça, je ne peux pas vous les pouvez pas le localiser. dire. Et si vous vous trouvez, justement, parce que la localisation c'est important, si vous vous retrouvez confronté à la résistance des populations, que faites-vous? On a connu ça. Vous êtes bien placé pour savoir qu'on a connu ça dans le passé. Bien sûr. À l'échelle de la Corse, nous avons superposé les cartes d'habitat, de zones fragiles, de zones protégées, de zones géologiquement possibles, et après il ne reste plus grand-chose, et c'est dans ces zones-là que nous essayons de positionner de futurs centres d'enfouissement. Bon, vous ne voulez pas donner l'endroit, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les sites d'enfouissement sont situés très loin des lieux de production importants d'ordures ménagères, à savoir des 2 grandes villes? C'est quand même inexplicable, ça. Vous n'allez pas mettre, d'autres centres aussi loin de Bastia et d'Ajaccio, quand même. Écoutez, on sort de Téguim et Saint-Antoine, donc on ne peut pas dire qu'on les ait jamais mis au plus près des villes. Hein. Mais là, on les met plus loin. Bon, on les met plus loin, mais ce qui est important, ce n'est pas de savoir où on va mettre les centres d'enfouissement. Ce qui est important, c'est d'enlever, c'est de réaffirmer que dans nos poubelles, il y a 85% de recyclables, et que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Les centres d'enfouissement, ça vient, si on va enfouir les 15% restants, ça représente un demi-hectare par an à l'échelle de la Corse. Il ne faut pas inverser le problème. Le problème, c'est de trier et d'arriver à recycler ces 85%. 60% de déchets recyclés à 5 ans, il est tenable? Bien sûr qu'il est tenable. Oui, nous actuellement, on est autour de 15-20%. C'est du Civadec. Oui, un peu plus. Oui. Justement, vous disiez tout à l'heure que le problème du rapport de confiance avec la population, c'est qu'on a à peu près tout enfoui et n'importe comment dans ces centres-là. Est-ce que vous pensez que de ce point de vue-là, la mission du Civadec a été défaillante, parce que c'est elle qui contrôle le traitement et qu'elle doit se réformer sur ce sujet-là aussi? Mais écoutez, le Civadec, les pilotes, très clairement, c'est la collectivité territoriale. C'est elle qui donne les orientations. Nous les avons données, ces orientations sont claires, le Civadec doit se soumettre à ces orientations, et c'est ce qu'il fait. Nous travaillons ensemble pour parvenir à mettre en place les systèmes qui sont nécessaires. Et là encore, on a changé le modèle? Oui, on a changé le modèle. Bon, on a quelquefois des divergences d'appréciation, mais on essaye d'y travailler aussi bien avec le Civadec qu'avec les services de l'État. Alors, vous allez trier. Admettons que vous arriviez dans les 5 ans à 60%. Il reste encore 40%. Qu'est-ce qu'on en fait des déchets qui ne sont pas recyclables? Il y a un moment où vous allez être obligé d'évoquer l'incinérateur. Peut-être pas en Corse, peut-être ailleurs.
Non, moi je pense que une fois d'abord on peut aller plus loin que 60%. On sait que dans déjà, il faut certaines, y arriver, c'est voilà, pas on va évident. déjà y arriver. Moi je pense que je suis une adepte des petits pas. Bon, et là, en l'occurrence, ça ne serait pas un petit pas, mais un grand pas, je pense. Donc on réfléchira après. Il vaut mieux anticiper quand même, parce qu'on voit ce que ça a donné, le manque d'anticipation depuis des décennies. L'anticipation, il faut qu'elle porte sur nos objectifs. Nos objectifs à 10 ans, pour moi, c'est 85%. C'est d'arriver au maximum du maximum. Et qu'est-ce qu'on fait du reste? On verra ce qu'on fait du reste. S'il faut l'enfouir, on l'enfouit. Dans la mesure où c'est inerte, où ça ne pollue pas, quand vous avez enlevé tous les déchets organiques, vous n'avez plus que des résidus de plastique qu'on ne sait pas encore recycler. Quand vous avez sorti le métal, quand vous avez sorti les textiles, quand vous avez sorti tout ce qu'il y a dans nos poubelles et qui est valorisable, ce qui reste, c'est du plastique inerte, en gros. Donc, si on va enfouir ça, ça n'est pas une pollution. Ça n'est pas une pollution. Vous citez souvent l'exemple de la Suède, un pays scandinave assez soucieux de l'environnement et de la santé. En Suède, j'ai trouvé ces chiffres sur Eurostat. Alors, il y a seulement 1% de déchets chez eux incinérés, mais 36% sont recyclés, seulement 1%, mais parce que 36% sont recyclés, 14% compostés et 50%, 49% exactement, incinérés. C'est le plus fort taux d'incinération en Europe. Alors justement, nous avons reçu au mois de mai l'ambassadrice de Suède, et bon, qui nous a dit très, très franchement qu'eux, ils essayaient à tout prix de sortir de l'incinération. Parce qu'ils se sont aperçus que, d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue économique, ça n'était pas recevable. Donc, ils cherchent à sortir de ce modèle-là et à augmenter leur part Donc, on ne va pas, nous, aller à la remorque de gens qui, eux-mêmes, disent d'expérience qu'il faut en sortir. Eh bien, l'heure de notre débat est arrivée. Votre contradictrice, aujourd'hui, est une femme politique, ancienne élue territoriale, maire de la commune de Rennes et présidente de l'association des maires de la Corse du Sud, Madame Jocelyne Fadzi. Jocelyne Fadzi, bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse vous installer. Merci d'avoir accepté ce rôle de contradictrice. Alors, je vous demanderai des interventions. Vous pouvez vous asseoir. C'est comme vous voulez. Des interventions courtes pour qu'il puisse y avoir débat avec Agnès Simon-Pietri. Vous avez 10 minutes. Bonsoir, Madame la Présidente. Je voudrais vous poser une question qui est simple. Les maires sont très inquiets parce que le traitement relève de leur responsabilité pénale. Donc, vous avez, en juillet 2015, l'Assemblée de Corse a voté le nouveau plan qui est venu remplacer le PIEDMA de 2002. Donc, enfouissement et tri. Très bien. Vous avez voté un plan de 33,6 millions d'euros. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Vous le disiez très justement tout à l'heure, le CET de Bigou va fermer en mars. À horizon 3 ans, le CET de Vigiane va fermer. Que va-t-il se passer à l'été 2017 ? Nous avons eu un été très difficile. Que va-t-il se passer, d'après vous, à l'été 2017 ? On va laisser répondre à Agnès Simon-Pietri après vous. Tout à fait. Voilà. Alors nous avons passé l'année dernière, parce que il faut rendre hommage au sens de la responsabilité des habitants et des responsables de Viganè et de Prouné et de Vico qui ont permis qu'on puisse passer l'été dans les moins mauvaises conditions possibles. Je pense que cette année, il faut très clairement qu'on ouvre un nouveau site à Talonne. C'est prévu. Il faut aussi qu'on améliore le tri. Vous avez vu que j'ai dit tout à l'heure qu'on était passé de 183 000 tonnes enfouies à 170. Il y a encore beaucoup de marge, beaucoup de travail à faire. Nous allons lancer une campagne de communication aussi dans ce sens-là. Nous avons équipé énormément d'intercommunalités puisque 53 dossiers ont été traités l'année dernière pour le tri et il faut maintenant mettre en place le plus vite possible. Et dans votre région, ça a commencé, enfin dans la région de Porto-Haute, ça a commencé, le traitement des biodéchets des gros producteurs. Il faut absolument qu'on travaille très très rapidement, ça veut dire dans les 3 mois qui viennent, sur l'écartement de biodéchets. Maintenant, il faut absolument qu'on arrive cet été à passer encore l'été en
du moins mal possible pour arriver tant qu'on n'a pas mis en place tous les équipements de surtri tels que nous les avons préconisés. Et ce que je disais, c'est que de nombreux projets sont en train d'émerger, dont certains peuvent aller très vite, certains seront un peu plus longs à mettre en place, mais certains peuvent aller très vite, et notamment des plateformes de compostage qu'on devrait avoir avant l'été. Maintenant, l'inquiétude, alors là où je dois dire que ce qui complexifie vraiment beaucoup la situation, c'est cette cohabitation de systèmes de tri et les limites du tri en point d'apport volontaire. Donc nous, on essaye d'inciter à une politique de tri au porte-à-porte qui est beaucoup plus efficace et qui permet des performances beaucoup plus rapides. Voilà, tout ça mis ensemble devrait nous aider à passer la crise du moins mal possible. Est-ce que vous trouvez le tri au porte-à-porte va poser quand même un problème? Le problème dans les petites communes de l'intérieur où vous ne pouvez pas passer, dans le porte-à-porte. Ça, c'est un premier. Oui, ça n'est pas ce que nous préconisons dans les petits villages. Parce que là-bas, il y a financièrement et techniquement, c'est impossible. Donc là, il faut des points de regroupement. Et ce que nous finançons actuellement conjointement au Office de l'environnement et ADEME, ce sont des points de regroupement, ce qu'on pourrait appeler comme système en bout d'allée ou en bout de strette. Ce que je trouve choquant, c'est le tout enfouissement, parce qu'aujourd'hui, 170 000 ou 180 000, on enfouit. C'est-à-dire que la terre de Corse est farcie d'ordures. Et à horizon 100 ans, lorsqu'on fera des recherches, on trouvera des ordures. Bon, ça me déplaît. Ça, c'est pour l'enfouissement. Et trouvez-vous normal que les grandes villes soient totalement dépourvues d'infrastructures de traitement? Alors, l'intérieur de la Corse, et je vous remercie de dire que vous allez le développer, ça a été ma bataille permanente, développer la Corse, mais n'avez-vous pas peur que ces populations meurent étouffées par leurs ordures? Parce que les 4 centres d'enfouissement se trouvent dans l'intérieur de la Corse. Et vous parliez tout à l'heure de nouveaux enfouissements. Alors, à ma connaissance, en Corse du Sud, il n'y a aucun maire qui serait capable d'accepter d'enfouissement. On a posé les questions. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en Assemblée générale des maires, il avait été voté à la majorité large la demande, par voie référendaire, de l'idée du traitement des déchets. Pourquoi? Pour que la population, enfin, s'en imprègne. Parce que l'idéal, c'est le tri. Mais est-ce que le tri est bien fait? Non. Aujourd'hui. Demain, la population, il y a des maires qui ont installé tout ce qu'il faut. Sur Ajaccio, il y a même des zones expérimentales de tri. Mais les poubelles traînent par terre. Donc peut-être que la population, si elle était dans un référendum, s'apercevrait qu'il faut trier. Parce qu'il faut que la population y pense. Écoutez, sur la question du tri, quand vous voyez qu'en 8 mois, on a augmenté le tri de 7%, on ne peut pas dire que la population ne soit pas mobilisée. La population, elle a très bien compris qu'il valait mieux trier que d'avoir les poubelles dans les rues. Donc là, je pense que cette mobilisation, et on a besoin d'une mobilisation citoyenne, tout le monde a compris qu'il fallait trier, tout le monde a compris que le seul moyen de s'en sortir, c'était justement ça. Donc je pense que la mobilisation, il faut la continuer, mais elle existe. Moi, je suis beaucoup moins pessimiste que vous. Alors je comprends bien que les... pessimiste. Ah bon, je pose des questions. Vous me rassurez. Je m'inquiète. Voilà, oui. Je m'inquiète tout simplement. Mais on ne va pas rattraper non plus 10 ans ou 20 ans de retard en 10 mois. Il faut être réaliste. Nous, on avait fixé à 3 ans. L'Assemblée de Corse, dans sa grande sagesse, nous a dit il vaut mieux 5 ans, il vaut mieux avoir des objectifs sur 5 ans. Donc on a commencé. On a installé, bientôt il n'y aura plus aucune intercommunalité qui sera sans système de tri, mais il y a une harmonisation des systèmes de tri et à notre avis, il y a aussi un changement des systèmes de tri. Nous, une des clés par exemple, pour diminuer les coûts de collecte, parce que le problème aussi, c'est que les gens disent plus on trie, mais les prix augmentent. Et les maires le disent aussi, et c'est vrai. Les coûts de collecte, actuellement encore, sont exorbitants. Il faut absolument qu'on travaille là-dessus. Et par exemple, une de nos propositions, une de nos orientations, c'est de dire on va collecter ensemble le papier et les emballages. Bon, on est en train de discuter avec les centres de tri, parce que les centres de tri sur le continent disent à ce propos, précisément, on peut le faire, et ici on nous dit on ne peut pas le faire. Donc les emballages, à ce propos, très précisément, avez-vous rencontré les grands industriels? Quand vous voyez les promotions des yaourts et que vous voyez 6 paquets,
c'est à ces gens-là qu'il faut s'attaquer. Mais là, peut-être que la finance sera un petit peu gênée. Parce que si on ne s'attaque pas aux grands groupes qui enveloppent un yaourt dans quatre emballages, c'est ça qu'il faut interdire. Je ne vous savais pas révolutionnaire, Ah, mais tout sur à fait. votre analyse, Je- non, de la je vais consommation vous dire, et des méthodes de moi, je production pense, des industriels, je contrairement à partage vous, entièrement votre que ce n'est avis. pas le bilan de la majorité en place qui est à étudier, c'est le bilan de tout le monde, parce que nous sommes dans un grave problème. Quel est le coût pour les collectivités des infrastructures constamment parcourues par des camions qui se rendent dans les centres d'enfouissement? Ça, c'est un coût important. Est-ce qu'on ne multiplie pas le risque d'accident avec tous ces camions? Quand vous pensez que pour traiter 170 000, on va rester à 170 000, combien parcourent-ils de kilomètres? C'est les questions que se posent toutes les intercommunalités. Et cette somme, ce coût va peser sur qui? Sur les citoyens qui vont payer des impôts énormes. Mais Voilà vous ce qui m'inquiète. Madame Fazi, vous avez vous-même dit Et que c'est pour le ça, tri, pardonnez-moi, que c'était la les clé. Quand vous avez une bouteille de plastique ou une bouteille en verre, et que au lieu de la mettre dans votre poubelle normale, Vous n'allez pas me convaincre qu'il faut la vous mettre à trier. Il faut la mettre à trier pour baisser le coût. Et c'est là qu'on va baisser les coûts. Bon, Il faut absolument alors, qu'on une arrive fois à que baisser vous avez les coûts. tout trié, mettons-nous dans le monde de Très rêve. vite, on est presque à la fin du Simplement, un monde de rêve. Une fois que vous avez tout trié, qu'est-ce que vous faites des ultimes qui sont les ultimes dont certains sont très dangereux? Qu'est-ce qu'on en fait? débat. Alors, La réponse, et après, alors, passe à la troisième les partie. ultimes ne sont pas forcément très dangereux. Il y a faut des travailler, dangereux dans les ultimes. mais ils ne devraient pas être dans les ultimes parce qu'il y a un travail à faire aussi énorme et le plan des déchets dangereux va entrer en consultation publique maintenant puisque nous nous occupons spécifiquement, et c'est la loi d'ailleurs des déchets dangereux, les déchets dangereux ne doivent pas se retrouver dans les ultimes, il faut les traiter avant. Donc il faut les écarter avant. Donc là, nous avons aussi un plan d'action sur ce domaine. Donc ce qui est évident, c'est qu'il faut du temps pour mettre en place tout le tri. Les 15% qui restent, ça représente 17 000 tonnes. 17 000 tonnes, qu'est-ce que c'est à enfouir 17 000 tonnes? C'est pas là qu'est le problème. Ne déplaçons pas le problème. Le problème, il est d'améliorer la performance de tri. Pour moi, il n'y en a pas d'autre. Et c'est ça qu'il faut mettre en route. Eh bien, merci. On Le temps continue. du débat est écoulé. Merci, Joselyne Je Fazi. vous remercie. Au Vient revoir. maintenant le temps du débriefing après ce jingle et mes deux confrères qui regagnent leur place. Alors, le débriefing qu'entame Roger. Bien, alors, c'est difficile d'apprécier pleinement un conseiller exécutif, ministre des urgences environnementales finalement, alors que son action repose sur un paysage touffu, luxuriant, d'offices, d'agences, d'organismes, de collectivités qui interviennent. On l'a vu sur la protection de l'environnement avec l'Office et le Parc, sur les déchets avec une collectivité qui donne l'impulsion, le CIVADEC qui s'occupe du traitement, les intercos de la collecte et les usagers, les entreprises des comportements. Alors beaucoup d'intervenants, quelques branches malades aussi, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il serait temps peut-être aussi sur ce sujet-là de raisonner en matière d'unicité dans l'action, en réduisant le nombre des intervenants? Alors, Agnès Simon-Pietri, moi je note que vous faites entendre un message, qu'il ne varie pas, qu'il est fidèle à vos idées, à vos engagements de toujours sur ces sujets-là, qu'il repose aussi sur une politique des petits pas, vous l'avez dit, donc pragmatique dans l'action. Vous butez parfois sur la structure, sur les organisations qui sont autant de parcelles de pouvoir, peut-être même sur des intérêts financiers qui sont forts, notamment dans le domaine des déchets. Alors je me demande si vous ne dites pas parfois que l'environnement, la délégation de l'environnement était finalement un cadeau empoisonné, même si c'est votre domaine, hein, avec le recul, est-ce que vous ne le pensez pas? Et où les volontés les plus fortes doivent parfois être dans l'action tempérée. Et après vous répondez. Alors, des 9 Si vous voulez. Des 9 conseillers exécutifs, Agnès Simon-Pietri, vous êtes sans doute le ou la conseillère la plus discrète, celle qu'on entend le moins. Vous avez pourtant en charge un domaine, l'environnement, ô combien important et sensible pour la Corse, qui plus est un marqueur nationaliste. Vous me direz, on peut travailler dans la discrétion et s'inscrire dans la durée, c'est vrai, vous avez raison. Cependant, à l'heure d'un premier bilan, 14 mois, ce n'est pas rien, les résultats sont plutôt maigres.
en tout cas peu lisible. Tout semble encore en friche, en projet, en particulier sur la question du traitement des déchets, un dossier emblématique. Il est apparemment plus facile d'être dans l'incantation, zéro vase, que dans la construction, dans la culture du non que dans celle du compromis. On vous a connue militante active, engagée. Agnès Simon-Pietre, on a du mal à voir percer la responsable politique qui tranche, qui décide, comme si vous éprouviez des difficultés à passer de l'éthique de conviction à l'éthique de responsabilité. Mais sans doute, vous allez me contredire, et peut-être les prochaines années vont me contredire. Écoutez, j'espère que les prochaines années vont vous contredire. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la gravité de la situation que nous avons trouvée sur tous les plans, y compris celui des déchets, vous le savez. Donc tout est à rattraper. C'est peut-être pour ça, c'est ce qui explique peut-être ma discrétion, c'est que je pense qu'il y a un travail de fond à faire, que j'essaye de faire pour remettre en route les outils. Il y a, parce que ça n'est pas la peine de communiquer si on a, tant qu'on n'a pas des choses importantes à dire. Et votre discrétion est d'autant plus visible que les autres conseillers exécutifs communiquent énormément. Bon, c'est peut-être une question de tempérament. Hein. Moi, j'essaye de faire avancer les choses à ma petite... c'est probablement dans ma nature. Mais je pense que nous avons aussi beaucoup de projets très, très, très intéressants qui émergent. Vous avez vu cette semaine, que ce soit sur Natura 2000, sur l'herbier de Posidonie de la côte orientale, que ce soit sur des projets européens sur les espèces invasives, que ce soit sur la xylée, là où nous essayons d'avancer. Il y a tellement de chantiers, ce n'est pas la peine de communiquer si on n'a pas vraiment avancé. Je pense que pour l'instant, moi je suis encore, je vous l'ai dit, dans la gestion des urgences et de la gestion d'une compilation de dossiers. Ça ne fait pas une politique de l'environnement. Maintenant, l'étape que nous allons essayer de franchir cette année, et encore plus au début de la prochaine mandature, c'est d'arriver à avoir une vraie politique de l'environnement. En fait, vous avez hérité de crise plus que de dossiers. Voilà, exactement. Pour l'instant, on compile des actions dont certaines sont magnifiques, hein, parce que l'Office de l'environnement, comme je le disais, les agents ont toujours continué à travailler quoi qu'il arrive et à porter des projets. Nous avons la réserve des lacs qui va émerger. Nous avons un projet avec l'intercommunalité de l'Altaro sur une réserve pour le Couchon. Il y a énormément nous sommes en train de travailler avec du retard sur ça aussi, ça fait partie de l'héritage, sur l'extension de la réserve de Scandola. Il y a énormément de projets en cours et ces projets ils vont émerger. À cette occasion-là, ne vous inquiétez pas, nous communiquerons. Alors, il nous reste 5 minutes d'émission. Il faut que nous parlions de la Xylella fastidiosa, cette fameuse et sinistre bactérie qui attaque plus de 200 espèces de végétaux, dont les oliviers. Alors, on a vu les pouilles, les résultats, la catastrophe que ça a produit. On a trouvé une souche à Menton et maintenant dans les Baléares. La Corse importe des végétaux venus d'Espagne. Alors, où est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une menace supplémentaire aujourd'hui? La menace, elle est totale depuis le début. C'est accentué, disons. Alors, elle s'accentue évidemment, mais il est très probable que la xylée a été déjà en Espagne et que c'est simplement parce qu'on ne l'a pas détectée. Parce que pourquoi cette bactérie s'appelle fastidiosa? C'est précisément parce qu'on ne sait pas grand-chose dessus, qu'on n'a jamais réussi à l'éradiquer et qu'elle est très difficile à détecter. Et en Espagne, il y aurait la souche Poca qui est la plus virulente. Oui, aussi. Ils ont les trois souches aux Baléares, Poca, fastidiosa et multiplex. Donc on est dans une situation très difficile. Nous avions obtenu par un combat très, très ferme avec les oléiculteurs, avec tous les producteurs, les apiculteurs, avec les viticulteurs, qu'il y ait un arrêté qui soit pris pour limiter les introductions. Malheureusement, les services de l'État ont laissé rentrer beaucoup plus par dérogation qu'ils n'auraient dû le faire, notamment des oliviers, ce qui est proprement inadmissible étant donné le risque qui a été pris. Le préfet Miremont est allé plus loin dans les contrôles et dans les interdictions d'importation. Oui, sauf que les contrôles au port et à aéroport, c'est très difficile de tout contrôler et il faut des moyens qui n'ont pas été mis en œuvre. Et que si en même temps on donne des dérogations... La responsabilité est des pépiniéristes qui les font venir. La responsabilité, elle est collective. Elle est de celui qui va acheter une espèce exotique qu'il ne faudrait pas acheter. Celui qui donne la dérogation. De celui qui donne la dérogation. Ça veut dire qu'avec l'apparition de cette nouvelle souche, il faut resserrer le filet, là? Ah, bien sûr. Nous avons demandé au service de l'État de resserrer le filet, bien entendu. Et nous travaillons surtout sur une nouvelle stratégie
Parce que ce qui est absolument paradoxal, c'est qu'on nous demande à nous, l'Europe veut se protéger, donc nous demande à nous de sortir de Corse uniquement des plants qui sont strictement sécurisés. C'est le cas par exemple pour les plants de vigne, ou sur lequel c'est le seul cas où il existe un traitement qui tue la bactérie, un traitement par chauffage, par eau chaude. On nous demande, quand nous sortons de Corse des plants de vigne, on nous demande de les sécuriser. Et ceux qui rentrent ne sont pas sécurisés, ce qui est quand même absolument ahurissant. Donc on est en train de travailler avec les services de l'État et avec les producteurs, parce que c'était une problématique agricole, c'est devenu une problématique environnementale, puisqu'on trouve de la xylella sur des plantes sauvages, même à 800 mètres ou 900 mètres d'altitude. Donc on est dans une figuration extrêmement dangereuse pour l'ensemble de l'île, hein, parce que c'est pas la bactérie de l'olivier, contrairement à ce qu'on dit, c'est la bactérie d'au moins 200 ou 250 plantes, y compris l'immortelle, y compris le genêt d'Espagne, y compris donc là, on travaille avec les services de l'État qui ont la compétence sanitaire, rappelons-le, c'est malheureusement pas notre compétence à nous. Donc on travaille sur une stratégie de sécurisation réciproque. C'est-à-dire que l'Europe doit se protéger. Est-ce qu'on interdit toute importation de végétaux, ce que demandent les oléiculteurs, et ce que dénoncent les pépiniéristes? Vu la situation, je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut absolument qu'on se protège, sauf à faire rentrer en Corse des plants qui soient complètement sécurisés. Il existe des possibilités techniques de sécurisation par serre insecte-proof, par des méthodes de culture. Donc si un olivier, s'il y a un système de détection, de production en insecte-proof et tout, on peut réfléchir, mais étant donné que d'abord il faut faire le travail qui a été commencé de production de plants locaux, la seule réponse possible, c'est de produire des plants. Mais ça, c'est à très long terme. Pas forcément à très long terme. Il y a déjà une labellisation Corsica Grane qui est mise en place par le Conservatoire botanique de l'Office de l'environnement avec les pépiniéristes. Donc il y a des pépiniéristes qui produisent déjà des plants locaux. Et les oléiculteurs ont mis en place cette filière-là aussi. Bon. Donc, vous n'êtes pas optimiste dans le court terme. Il y a un risque très important, mais nous avons les moyens de sécuriser et d'empêcher que nous, on fasse sortir la muscliplex, mais surtout qu'on fasse rentrer les autres. Agnès Simon-Pietre, ce sera votre conclusion. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Roger, Patrick, merci à vous également. Contraste est maintenant terminé. C'était pas si terrible que ça, vous avez vu. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Ce sera un avocat, maître Jean-Sébastien de Casalte, membre de la Ligue des droits de l'homme engagé à gauche, ce qui nous donnera l'occasion d'élargir au-delà de la justice notre domaine de discussion. Voilà. A domani, prossimo dunque. Buona serata a tutti, buona settimana.